de IUP et je présente la maison d'architecture de Bretagne parce que ma directrice est là-dessus. D'accord. Parce que du coup, je suis en statut d'auto-entrepreneur, mais je travaille sur la NAB et là, j'ai fait mon stage de fin d'études. Je suis représente. Très bien. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc cet après-midi, vont s'enchaîner 2 tables rondes. Donc toujours sur la grande thématique du secteur associatif. La première table ronde va porter sur le thème du réseau d'associations, du réseau associatif. Pourquoi on a choisi ce thème? Déjà, on se rend compte en fait que les associations sont des organisations qui souvent initient de nouveaux modes d'organisation assez innovants, dont l'organisation en réseau. Il y a une donnée qui date de 2011 pour la Bretagne. Et donc en 2011, on comptait 50% des associations bretonnes qui adhéraient à un réseau associatif. Donc c'est vraiment, c'est pas qu'une faible tendance, c'est quelque chose qui existe. Et donc pour parler de ce sujet, on a 3 personnes à côté. Donc d'abord Madame Laurence Imbernon, Adeline Barré et Mathieu Léonard. Et donc je peux d'abord vous laisser vous présenter chacun à votre tour et qui vous êtes, et puis peut-être le lien que vous avez avec la thématique abordée cet après-midi aussi. Alors donc Laurence Imbernon, je suis conservateur du patrimoine, je suis vieille dans le métier parce que c'est maintenant 26 ans presque que je suis conservateur. J'ai travaillé dans différents musées en France, à Dunkerque. Ma spécialité c'est plutôt le XXe siècle, maintenant le XXIe siècle, et puis le service des publics, c'est plus récent. Et donc j'ai travaillé pour le musée de Dunkerque. Après j'ai fait une petite échappée où j'étais conservateur, enfin directrice de la FRAC, le FRAC Champagne-Ardenne à Reims. Je suis revenue au musée, j'étais conservateur de La Roche-sur-Yon et également à Rodez dans l'Aveyron. Donc vous voyez des régions extrêmement différentes. Et je suis conservateur au musée des Beaux-Arts de Rennes depuis 10 ans, où je m'occupe des collections 20e, 21e siècle et également du service des publics. Alors, on m'a sollicité aujourd'hui, non pas en tant que conservateur, mais en tant que présidente de l'association des conservateurs de la région de Bretagne, puisque j'ai la présidence de cette association Auguste depuis près de 6 ans, 7 ans maintenant. Et je vais plutôt vous parler pas forcément de l'association, mais de ce que l'association a pu faire sur un projet qui s'est intitulé Bretagne-Japon 2012. Et voilà, donc ça c'est le petit truc à partir duquel je vais essayer de me raccrocher à ce projet de réseau, parce qu'il a été essentiel, ce niveau de réseau. Donc moi je suis Adeline Barré, je suis fraîchement diplômée de l'IUP depuis 7 ans là. Donc en fait je suis ici parce que je représente la maison d'architecture et des espaces en Bretagne. Donc c'est une association dans laquelle j'ai fait aussi mon stage de fin d'études. En fait actuellement je suis en statut d'auto-entrepreneur et donc je travaille encore pour eux et je suis chargée de toute la partie action pédagogique. Et donc si je représente la maison d'architecture, c'est parce qu'elle est elle-même, elle fait partie d'un réseau, le réseau des maisons d'architecture. Donc qui travaille sur différents projets, la pédagogie, des prix et même qui organise un événement à l'échelle nationale maintenant qui s'appelle les 24 heures de l'architecture. Donc il n'y a eu qu'une seule fois pour le moment à Strasbourg. Voilà, donc je suis là pour parler un petit peu de la position des maisons d'architecture et de la création du réseau. Et donc je suis Mathieu Léonard, donc je suis également diplômé de l'IUP, un peu moins fraîchement. Donc je suis sorti de promotion 2011, il y a 2 ans. Mon lien avec le réseau est un petit peu différent, parce que je ne vais pas représenter un réseau particulier existant, attaché à une personne morale en fait. Je vais plutôt parler du lien avec le réseau qui doit être le même lien que vous tous finalement, c'est-à-dire d'expliquer, d'illustrer un peu en quoi toute association culturelle a vocation à vivre et à exister dans un réseau, puisque sans interconnexion avec d'autres milieux, d'autres partenaires et d'autres économies, une association culturelle ne peut pas exister, donc c'est plutôt
avec cette optique-là que je vais un petit peu intervenir, donc c'est un petit peu différent de mes deux collègues de table, donc je pense que c'est ce qui va être intéressant. Mon parcours, moi je suis plutôt dans les arts vivants, donc jusqu'à très récemment mon métier c'est chargé de production, de diffusion artistique, et donc jusqu'à très récemment je travaillais pour une compagnie de théâtre du sud-ouest qui s'appelle l'Escalier qui monte. Donc j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans, dès ma sortie du diplôme, et je viens de quitter là très récemment pour me mettre à mon compte, donc un peu en indépendant. Alors je suis pas auto-entrepreneur, moi j'ai opté pour un autre mode de fonctionnement. Je suis en train en fait de préparer un projet pour rejoindre une coopérative activité-emploi. J'aurai peut-être l'occasion d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit un peu plus tard, dans le cadre de la discussion, donc qui vise à créer en fait un statut d'entrepreneur salarié, c'est un statut d'entrepreneur individuel si vous voulez, et qui me permet aujourd'hui de choisir mes projets artistiques, les artistes avec lesquels je travaille, et justement de les mettre en réseau avec des institutions, avec surtout des programmateurs, puisque c'est eux qui vont acheter leurs spectacles, et puis ensuite avec des publics, des prestataires pour leur communication, etc. Je sais pas si c'est assez. Tu peux garder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord essayer de balayer le sujet qui reste très large. Surtout, il ne faut pas hésiter à intervenir, mais il y a une seconde partie qui sera plus destinée justement aux questions et pour poursuivre l'échange. Peut-être pour commencer, ce qu'on pourrait aborder, c'est d'abord la question de finalement la naissance d'un réseau. Comment un jour vient l'idée de s'associer entre plusieurs associations, quel type d'association, tant en termes de nombre d'associations, mais aussi la représentation de chacune des associations, ça reste très large, leur poids dans le réseau. Et aussi, ça concerne peut-être plus Adeline, la notion de l'échelle d'un réseau finalement. Quelle échelle on donne à un réseau? Donc là, on a un réseau régional, mais un réseau national. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des impressions à partager. Vous êtes peut-être mieux que je définisse un peu mieux ce qu'est l'association des conservateurs. Alors en fait, il y a 22 régions, chaque fois une section fédérée des conservateurs de chaque région, et notre mission, c'est en fait ce que la loi musée 2002 définit, c'est-à-dire que notre mission, c'est d'abord d'étudier, d'enrichir, de diffuser et la variété des collections dont nous avons la charge, et notre association nous permet de éventuellement organiser un projet commun et d'être soutenu dans nos actions en dehors des missions propres qui nous sont accordées dans la définition de notre poste et en relation avec les demandes du ministère de la Culture. Alors, la CNRB, qui est l'association des conservateurs des musées de Bretagne, de la région Bretagne, elle existe depuis les années 30 de façon un petit peu douce, mais elle est devenue véritablement importante à partir du moment où elle s'est divisée en 2 sections. Une section des conservateurs des musées de Beaux-Arts et d'autre part une autre structure qui s'appelle BUEZ et qui correspond à l'association des conservateurs des musées d'ethnographie et d'histoire de la Bretagne. Donc ça a distingué à la fois des intérêts culturels, et ça a eu son sens puisque cette scission s'est faite en 1972, et c'est le plein moment de la décentralisation. Donc ça, c'était quelque chose d'important, puisque dans un autre sens, la décentralisation, elle définissait également au niveau culturel une redéfinition des pouvoirs culturels et des définitions culturelles. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Le problème est que donc, lorsque on m'a donné par le bureau de l'association la présidence de cette association, l'intérêt n'était plus le même, c'est-à-dire qu'au contraire, cette scission était devenue beaucoup plus gênante, puisque nous n'avons plus aucun lien entre les musées des Beaux-Arts, les musées qui défendent le patrimoine maritime et les musées qui défendent
l'histoire de la Bretagne et l'ethnographie. Donc l'idée, et en tout cas c'était dans mon premier mandat, le projet que j'avais décidé d'essayer de mener à bien, de réunir tout ça. Alors on y arrive, mais voilà, ça fait 7 ans, et ça fait 3 ans qu'on est dans cette idée de réunion, et qui porte un terme particulier et barbare, c'est l'absorption de l'association. Voilà. Mais on n'est pas encore au bout de nos peines, c'est vraiment compliqué. En dehors de ça, c'est l'une de mes collègues, il y a 7-8 ans, qui a initié un projet. Donc l'idée était de réunir 3 à 4 musées de beaux-arts autour du terme et de l'intérêt du japonisme. Vous savez qu'effectivement dans les collections des musées de Bretagne, à la fois l'école de Pont-Aven et les artistes qui ont été proches de cette école ont également été des gens et des artistes très ouverts à cette idée du japonisme, avec les formes que la culture japonaise apportait dans l'estampe, et la très belle exposition que Philippe Posthume a pu développer au musée départemental, et puis également mon collègue du musée des Beaux-Arts de Quimper à la même époque ont initié. Eh bien, ça, ce sont 2 projets d'exposition qui ont fait partie de ce projet Bretagne-Japon. Alors, ce qui nous a intéressés, c'était d'abord de travailler ensemble, d'avoir un projet qui allait se diffuser dans 2, 3, peut-être 4 musées différents. Et puis au bout d'un moment, on s'est aperçu que la question de la culture japonaise, elle était beaucoup plus large à l'intérieur de notre collection, c'est-à-dire qu'une grande partie des objets du Japon, provenant du Japon, eh bien ces objets sont très nombreux à travers les 27 musées de la région, et qui méritaient aussi d'être élargis. Donc c'est moi qui ai essayé d'avancer ce projet. C'est Philippe Posthume qui a eu cette très belle idée d'appeler le projet Bretagne-Japon un archipel d'exposition, tout simplement parce que l'idée était non plus d'avoir un projet qui allait être diffusé dans le territoire, mais de permettre à chacun des conservateurs qui s'engageaient dans la réalisation de ce projet d'avoir un projet parfaitement autonome et parfaitement en relation avec sa propre collection locale. Et si vous voulez, c'est vraiment à partir de ce moment que dans le petit bureau qui nous a réunis, qui a permis de donner une forme à tout cela, et bien à partir de ce moment-là, on a créé un bureau et surtout une sorte de groupe commun qui nous a permis de travailler ensemble avec plusieurs objectifs. Organiser ces expositions, avoir une diffusion commune de ces expositions, et non pas organiser une exposition qui se ferait au même moment, mais développer au fur et à mesure, on était 9, 10, 11, puis on est arrivé à 12 musées associés à ce projet, et organiser les expositions tout au long de l'année 2012, mais qui allaient se diffuser et se développer tout au long de l'année. Et ça a très bien fonctionné dans ce sens-là. Maintenant, pour arriver à un projet comme celui-là, ça nous a pris 5 ans. 5 ans pour obtenir des financements, 5 ans pour obtenir une définition claire et nette des objets que nous allions diffuser. Et finalement, ça s'est révélé très, très intéressant. Tout simplement parce que le fait d'avoir travaillé ensemble a crédibilisé notre qualité intellectuelle, je dirais, du projet. Et cela nous a permis d'obtenir des financements très importants de la part de la région Bretagne, de la part du ministère de la Culture, puisque nous avons pu obtenir le label d'intérêt national de la part du ministère pour l'ensemble de ces expositions, et puis bien entendu d'obtenir aussi des financements privés, publics, des aides du Conseil général du Finistère, une aide du haut patronage de l'ambassade du Japon en France, et puis ça nous a permis également d'élargir notre projet non seulement à travailler
entre collègues des musées, mais de travailler également avec l'université. Alors au départ, on a souhaité travailler avec les universités de Bretagne, et chacun des collègues et partenaires de l'université, ici, à Brest, à Vannes, etc., nous ont donné des informations, des partenaires et des relais pour pouvoir mettre en place un projet qui s'est finalement défini à l'université Rennes 2. Et j'ai pu travailler avec Patricia Claudier-Lui, qui est une spécialiste du japonisme, donc autour de ce projet. Donc, partenaire public, l'université, et puis aussi le réseau livre et lecture, puisque ça nous a permis de travailler avec les bibliothèques et les médiathèques de Bretagne, avec également une douzaine d'établissements, et permettant de travailler sur un sujet encore plus large sur l'histoire de la culture japonaise. Donc, partenaire public, financement public et partenaire privé, puisqu'on a eu aussi un soutien de Brest Café et de la fondation Sasakawa, qui est une fondation franco-japonaise qui nous a vraiment soutenus dans la réalisation et l'aide à la concrétisation du catalogue qui circule. Alors, on va revenir et je vais laisser la parole à mes partenaires. Je pense bien, justement, on sent bien que dans le réseau associatif, finalement, ce qui est important, c'est de déterminer un fil conducteur commun pour pouvoir bénéficier tous ensemble des mêmes avantages et de convaincre un maximum de partenaires. Peut-être avant d'entrer vraiment en profondeur dans le sujet, du coup, toi, Adeline, sur la naissance du réseau associatif, donc il y a depuis un mois et demi, mais justement peut-être plus sur toi, ta définition du réseau des maisons d'architecture. Alors, du coup, les maisons d'architecture, il faut savoir, déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une maison d'architecture. Ce sont des associations qui ont été créées pour valoriser l'architecture contemporaine, donc souvent par des petits groupes d'architectes. Les premières ont été créées en 1982, donc ça fait vraiment longtemps, et elles travaillent en fait à l'échelle régionale. Et en 2004, les maisons d'architecture ont décidé de se réunir et de créer donc un réseau, justement pour pouvoir échanger leur savoir et leurs expériences, puisque même si donc elles n'ont pas toutes été créées en même temps, elles n'ont pas toutes développé les mêmes outils pour faire de la médiation. Il y en a qui vont plutôt travailler autour de la pédagogie, d'autres qui vont mettre en place des cafés d'architecture. Elles ont vraiment des actions très diverses, et donc l'idée c'était vraiment de mettre en commun chaque particularité de chaque maison, mais également de se rendre visible à une échelle plus importante, donc à l'échelle nationale, notamment pour pouvoir avoir un regard par rapport aux grosses institutions, ministères. Donc après, mon regard sur le réseau, c'est qu'effectivement il y a quelques actions qui ont vraiment permis de mettre en commun les expériences de chacune et de développer certaines maisons. Maintenant, est-ce que ça donne vraiment un vrai regard à l'échelle nationale? Je suis pas sûre. Par exemple, peut-être plus, dans le Grand Ouest, on a la maison d'architecture de Bretagne, celle de Loire-Atlantique. Alors, il y a des relations privilégiées avec ces maisons-là ou... Pas spécialement, en fait. Le réseau en lui-même n'a pas créé de relations particulières entre certaines maisons. Il y a des maisons qui vont créer des liens. Si on peut appeler une maison et lui demander des renseignements sur une action qu'elle fait pour en développer une chez nous, par exemple, la maison d'architecture de Bretagne est particulièrement connue pour son prix. C'est le prix Architecture de Bretagne qu'elle organise tous les ans depuis 1992. Et donc il arrive que certaines maisons demandent du coup des renseignements pour l'organisation d'un prix, mais il n'y a pas d'échange direct entre les maisons les plus proches. Ça reste. Après, il y a des réunions qui se passent sur Paris, qui réunissent les maisons pour traiter certains sujets. Ils ont fait des colloques au niveau de la pédagogie. Donc du coup, la majorité des maisons qui sont intéressées envoient un représentant, mais il n'y a pas d'échange direct entre certaines maisons. Il y a des maisons d'architecture qui sont très actives. Je pense à celle de Toulouse, qui a aussi qui diffuse un magazine, qui est très active dans ce sens-là. Effectivement. Oui, il y a des maisons qui sont très actives. Après, elles ne sont pas toutes actives sur les mêmes points. Enfin, voilà, pas de la même manière. Voilà. Après, moi, je suis sur la pédagogie particulièrement, donc c'est le sujet que je connais le mieux. Mais on a la maison d'architecture de Basse-Normandie, du Poitou aussi, qui elles sont particulièrement actives sur la pédagogie et qui développent en particulier ce point-là. Mais oui, il y a d'autres maisons qui développent d'autres concepts.
avec des outils aussi souvent... Avec des outils, je pense, qui sont peut-être aussi souvent différents. Donc toi, tu parles du prix de l'architecture, mais il me semble que la maison d'architecture de Nantes, elle est aussi réputée pour le projet d'émission de radio. Vous semblez avoir des moyens d'expression aussi assez... Oui, c'est vraiment... En fait, chacune a été créée indépendamment et donc chacune a développé ses propres outils. D'ailleurs, à Nantes, il y a 2 maisons d'architecture. Il y a celle des Pays de la Loire et celle de Loire-Atlantique. Donc c'est un petit peu délicat. Il y en a une qui développe une radio, mais je ne sais plus laquelle c'est justement. C'est peut-être celle de Loire-Atlantique justement. Celle des Pays de la Loire fait pas mal d'actions pédagogiques aussi. Mais oui, chacune développe vraiment ses particularités et donc l'idée du réseau, c'était de pouvoir vraiment faire un ensemble et que chacune puisse profiter des atouts des autres et développer les points qu'elle n'a pas. Finalement, la radio, c'est une bonne solution qu'elle n'a pas à nous. Nous, on a surtout le prix. On est en train d'enclencher la pédagogie, mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte avant, il y a 3-4 ans. Toi, Mathieu, je ne sais pas sur la naissance ou peut-être le projet. Sur cette question-là, moi je vais être un petit peu hors sujet, pour ça je vais être rapide, puisque c'est vrai que moi je parle pas forcément je parle du réseau comme quelque chose d'un peu préexistant finalement. C'est-à-dire que chaque association culturelle a un environnement et pour communiquer et travailler avec cet environnement, elle va devoir faire du réseau. Donc c'est plus dans cette optique-là, effectivement, que j'interviendrai peut-être un peu plus tard. Donc il n'y a pas forcément d'idée de créer un réseau, parce que moi, je pars du principe que, dans le point de vue, ce que je peux apporter à cette table ronde, je pars du principe d'un réseau préexistant, comme d'une constellation d'acteurs différents qui sont amenés à travailler ensemble par rapport à un projet qui est le projet de l'association, c'est-à-dire à partir de sa raison sociale, elle va être amenée à avoir des contacts, des interlocuteurs chez des partenaires proches, qui sont proches de sa raison sociale, qui vont l'aider à remplir sa mission finalement, et puis d'autres personnes qui n'ont absolument rien à voir, mais qui proposent un service qui lui sert à réaliser sa mission. C'est peut-être un peu dans le domaine du théâtre, par exemple. J'ai eu l'occasion de... Oui, par exemple, pour une compagnie de théâtre, donc association culturelle, des premiers interlocuteurs avec lesquels elle va devoir faire du réseau, c'est tout simplement sa commune, sa ville. Donc par l'intermédiaire bêtement d'un dossier de subvention pour avoir des relations avec le service culturel de sa ville. Et de là, après, vous connaissez la hiérarchie. Si on a sa ville derrière soi, on va aller voir le département. Si on a le département, on va aller voir la région. Et si on a la région, peut-être on va aller voir la DRAC, etc. Ça, ce sont les partenaires naturels, finalement. Et après, il va y avoir d'autres interlocuteurs, où tout bêtement, si on est une association culturelle, qu'on a des adhérents, on va avoir besoin de communiquer. Donc on va aussi travailler peut-être avec des graphistes, des vidéastes, des imprimeurs. Ce sont des gens qui ont une économie complètement différente, qui n'ont rien à voir avec la mission de l'association, mais qui tout simplement vont lui permettre de travailler les outils nécessaires à la réalisation de sa mission. Donc moi, c'est plus dans cette optique-là que je vais parler un petit peu de réseau, mais pas tant sur cette question-là, de l'idée de la création d'un réseau. Moi, je parle du réseau comme de quelque chose, un environnement préexistant, en fait. Et du coup, c'est l'occasion d'enchaîner sur peut-être la question vraiment des objectifs qu'on fixe dans un réseau. C'est la base du projet. Sans objectif commun, pas de réseau. Je sais pas, par exemple, pour l'association des conservateurs, à l'origine, il y avait sûrement eu des objectifs d'établis. Ils ont été maintenus. Oui, les objectifs ont été maintenus.
depuis à peu près 17-18 ans, l'association des conservateurs avait réuni sa volonté pour pouvoir créer un outil de communication, donc en l'occurrence itinéraire, qui est une revue qui, en fait, c'est un supplément de Bretagne Magazine, qui paraît au mois de juillet tous les ans, et qui permet de présenter la programmation des expositions de tous les musées en Bretagne. Donc ça, c'est un truc assez rare, et c'est vraiment en Bretagne que le premier numéro, enfin le premier type de cette publication a pu voir le jour, et d'autres sections fédérées par la suite se sont inspirées de ça. Donc, notre intérêt, c'est la communication du patrimoine. Et c'est aussi parce qu'on a réussi à travailler dans le projet Bretagne-Japon, d'abord à partir des objets qui provenaient des collections dont on avait la charge. Et je rappelle que dans l'ensemble des manifestations pendant toute cette année-là, 800 objets ont pu être exposés à travers les différentes expositions, dont la moitié provenait du patrimoine local. Donc c'est la raison aussi pour laquelle et la région et la DRAC ont soutenu largement notre demande de manière, enfin, sur le plan financier, parce que c'était en même temps rendre compte d'une politique culturelle développée par et la région et l'État en région sur ce travail de collection. Et ça, c'était quelque chose d'essentiel. C'est trop fort. Sur le réseau des maisons d'architecture, est-ce que tu as pu percevoir pour l'instant justement des objectifs qu'à Rennes vous pouviez avoir en commun avec d'autres maisons d'architecture, peut-être avec lesquelles tu as eu l'occasion de travailler? Après, moi, oui, ça reste sur la pédagogie où vraiment là on retrouve un petit nombre de maisons d'architecture qui développent vraiment la pédagogie, qui sont pour le coup plus en avance que la maison d'architecture de Bretagne, et donc qui ont les mêmes objectifs. Du coup, on rejoint l'objectif du réseau qui était de mettre en commun. Après, le réseau, c'est une maison d'architecture qui a mis en place un site pour le réseau qui s'appelle Archipédagogie. Alors maintenant, il n'y a pas que les maisons d'architecture qui s'en servent. Il y a d'autres structures culturelles qui mettent, en fait, on met en ligne les animations qu'on fait, donc ça nous permet de faire de la communication sur les ateliers qu'on développe, et en même temps ça permet aux autres de savoir ce qui se fait, de pouvoir reprendre des idées, les développer. Donc ça, c'est vraiment une action qui met en relais, en réseau finalement, les maisons d'architecture. Maintenant, je sais plus. Est-ce que le fait qu'on ait un réseau là, national, est-ce que chaque maison d'architecture en profite des moyens, des savoirs? Je pense par exemple peut-être sur les publics que vous touchez. Est-ce qu'il y a certaines maisons qui identifient des publics ou qui développent certaines compétences et qui se chargent ensuite de rediffuser à travers le réseau Alors ça, c'est le problème qui est un petit peu mis en avant en ce moment par certaines maisons d'architecture, c'est que le réseau, donc qui a un bureau et un CA, aurait tendance à devenir une maison d'architecture, même si finalement tout se base sur le travail des autres maisons. Elle a des actions qui lui sont propres et elle fait pas forcément, clairement toutes les maisons n'en profitent pas, parce que de toute manière toutes les actions se passent à Paris, et pour une maison qui est à Toulouse, une maison qui est à Rennes, et c'est compliqué de pouvoir faire déplacer tout le monde. Après, chaque maison a des structurations différentes. Il y a des maisons où il y a juste un employé, il y en a où il y a une direction, plusieurs employés, ils ont des locaux vraiment aménagés où ils peuvent accueillir du public. Donc c'est encore quelque chose qui n'est pas vraiment développé. Je trouve ça manque d'échange encore. Peut-être aussi la relation avec... Parce que la maison d'architecture, est-ce qu'elle dépend à chaque fois de l'ordre des architectes? Ou est-ce qu'il y a cette relation aussi déjà au sein même d'une même maison? Effectivement, il y a des maisons qui sont clairement rattachées à l'ordre des architectes.
donc qui dépendent, qui sont dans les mêmes locaux, qui éditent un magazine donc, où ils parlent de leurs actions et où il y a des articles qui sont écrits par l'ordre pour les architectes. Alors du coup c'est un problème pour les maisons, en tout cas à Rennes, la maison d'architecture de Bretagne essaie de se différencier de l'ordre parce que du coup les maisons d'architecture n'ont pas pour vocation d'être le reflet du métier de l'architecte. C'est pas pour mettre en avant le métier, mais vraiment la culture architecturale en général. Et donc normalement, on est censé viser le grand public et l'ordre des architectes, c'est pas son objectif. Le grand public ne connaît pas l'ordre des architectes déjà pour commencer. Il connaît même pas la structuration du métier d'architecte. Et du coup, c'est compliqué pour le grand public de savoir ce que nous on fait quand on est trop associé à l'ordre. Et jusqu'à très récemment, on était également dans les mêmes locaux que l'ordre. Sur les salons, on a tendance à être associés et à être parfois sur un même stand. Donc du coup, les gens ne font pas la différence entre les architectes qui viennent donner des conseils pour les travaux et nous qui présentons un petit peu un panel de ce qui peut se faire en architecture contemporaine sans vouloir mettre en avant des architectes en particulier. Pour toi, Mathieu, alors du coup, là, sans nommer une institution particulière, sans forcément parler de théâtre, à ton sens, les objectifs à travers le travail en réseau? Les objectifs, je crois qu'on en a vu deux grands axes. Là, c'est d'une part, il y avait la mise en commun de moyens et d'outils, du coup. C'est vrai qu'en termes de communication, je pense que l'intérêt à travailler en réseau, quand il s'agit de structures, là on a eu deux exemples, c'est effectivement tout simplement mutualiser les moyens et les énergies. Après, moi, un autre exemple que je peux prendre, c'est, pour dire à mon domaine, il existe aussi, parce que je travaille aussi avec des réseaux formalisés et qui ont une existence représentée par l'existence d'une personne morale, en tant que chargé de production et de diffusion artistique, et on en revient à l'objectif, à pourquoi faire du réseau. On a une association qui regroupe tous les chargés de production et de diffusion artistique de la région Aquitaine, par exemple. Ça fait partie des réseaux avec lesquels je suis amené à travailler. Pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, l'objectif d'une compagnie de théâtre, par exemple, constituée en association culturelle, c'est de créer des spectacles et ensuite de les diffuser. Donc tu soulevais tout à l'heure une notion importante, c'est la notion publique, parce que souvent, en fonction des publics auxquels on s'adresse, qu'on soit une structure type maison d'architecture, qu'on soit un réseau constitué de conservateurs du patrimoine ou qu'on soit une compagnie de théâtre, on a toujours quelque part cette notion de public quelque part, et ça va être souvent le point de départ des réseaux auxquels on va s'accrocher. Souvent c'est parce qu'on partage un public ou des publics qu'on va chercher à mettre en œuvre des rapprochements de moyens et d'énergie. Justement, c'est souvent parce qu'on va dans la même direction, même si on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs ou les mêmes missions vis-à-vis de ces publics. Puis c'est les mêmes, on va créer des outils en commun. Moi, par exemple, quand je me rapproche du réseau des chargés de production et de diffusion artistique de la région Aquitaine, c'est parce qu'à un moment, si je travaille sur un artiste qui fait du cirque en rue, par exemple, ça va être complètement différent d'un artiste qui fait du théâtre dans les salles. J'ai eu le cas très récemment, je commence à travailler avec des artistes circassiens qui ne jouent que dans la rue, alors que moi je viens plutôt des salles justement. C'est pas du tout les mêmes techniques de diffusion, on ne travaille pas avec les mêmes personnes, puisque du coup on ne va pas avoir affaire aux théâtres municipaux, aux scènes conventionnées et aux scènes nationales. On va vraiment avoir affaire plutôt à des festivals type le festival d'Aurillac, Chalon dans la rue, qui sont les deux principaux événements en France de théâtre de rue, les deux plus grands, où il va y avoir beaucoup de programmateurs de rue qui
qui vont se rendre et faire entre guillemets leur marché et qui sont complètement en dehors du système des scènes conventionnées, des théâtres municipaux, etc. Donc à ce moment-là, tout simplement, on contacte les gens qui savent, c'est-à-dire les compagnies de rue qui font de la rue depuis 20 ans, qui ont toujours fait ça et qui finalement travaillent uniquement avec ce réseau de personnes-là. Donc ils ont la connaissance et les compétences et les outils et les réflexes pour faire ce qu'il faut en direction des programmateurs qui s'adressent à ces publics spécifiques, les publics de festivals de rue par exemple. Tu parlais justement de la diversité des acteurs entre donc là, le théâtre, la rue. Peut-être là on peut aborder plus la question de l'organisation aussi d'un réseau parce que il y a les objectifs, mais ensuite il faut peut-être un pilote pour concernant l'association des consommateurs. Oui, l'organisation, c'est très complexe. C'est très complexe parce que, par exemple, pour ce projet-là, à partir du moment où on avait décidé que chacun avait libre choix sur sa propre exposition, ça voulait dire qu'on demandait à chaque musée d'avoir son propre budget et de définir un propre budget. Et en même temps, nous avons décidé d'avoir un budget commun sur 2 secteurs particuliers. Avoir une communication commune, c'est-à-dire qu'on a dégagé un budget par le biais de l'association en faisant appel à un secteur presse. On a pris contact avec Contact Presse, à Release Presse à Rennes, qui a été extrêmement efficace pour diffuser l'ensemble des manifestations. On a travaillé également à la médiation, qui est c'est toujours quelque chose d'essentiel dans la diffusion. Et on nous demande, bien entendu, de travailler dans ce sens-là. Alors, nous avons obtenu des financements pour pouvoir créer un poste de chargé de mission qui m'a permis de mettre en place véritablement toute la recherche, à la fois dans les financements, dans les relais et les liens avec les différentes institutions et la communication générale. Et on a obtenu également un demi-poste de chargé de mission. Et j'ai pu travailler avec une jeune femme qui a cette qualité d'être japonaise et de savoir écrire la langue japonaise. Ça nous a permis d'obtenir ces financements avec les 2 entreprises, l'entreprise Sasakawa que j'ai évoquée tout à l'heure et l'ambassade du Japon. Donc ça, c'était vraiment essentiel. Je veux dire aussi que c'est, dit comme ça, c'est très simple, mais il faut avouer qu'il y a quand même des engueulades. C'est clair, hein, c'était quand même très difficile de faire en sorte que tout le monde puisse avoir le même niveau de communication, alors que il y avait des musées de petite et moyenne importance, des musées très importants avec les 4 grandes villes en Bretagne qui ont bien entendu mis en avant pas mal de choses. Et puis je dois rappeler également qu'il y a 2 villes, Brest et puis Rennes, qui avaient déjà un échange et un partenariat avec des villes japonaises depuis très longtemps. C'est Sendai pour Rennes et Yokosuka pour Brest. Et ça a été d'autant plus important que 2011, c'était aussi la question du tsunami. Enfin, c'était un truc terrible, c'est-à-dire que politiquement, par exemple, la ville de Rennes s'est beaucoup engagée et notre projet d'exposition, il a été soutenu dans ce sens-là. Donc on a profité, c'est odieux à dire, mais on a profité aussi de cette situation. Ce qui nous a permis d'obtenir, d'avoir la visite aussi de Madame le maire de Sendai, qui a visité l'exposition. Donc ça, c'était quelque chose d'essentiel. Mais ça veut dire que notre projet, tout à coup, il avait une dimension politique forte, localement et régionalement, bien entendu. Et surtout le travail, justement, vous l'expliquez, on a des musées des 4 coins de la Bretagne. Tout le travail, concrètement, de mise en commun, comment Rennes était au centre de tout ça, ou alors on avait non, en fait, on se déplaçait,
c'est ce qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire que l'association se réunit 1 à 2 fois par an pour les AG, pour le etc., et puis pour le bureau, et on s'arrange pour se déplacer régulièrement pour voir, ce qui nous permet de voir comment ça se passe chez le voisin, etc. Donc, au contraire, alors Rennes, bien entendu, on a centralisé les informations, c'est-à-dire que la chargée de mission était rennaise et la deuxième chargée de mission aussi, et ça m'a permis de travailler directement. Ça m'a permis aussi, pour la question de la publication du catalogue, de pouvoir travailler sur un projet, sur un gros ouvrage, sur un projet qui avait une dimension universitaire, et en même temps donc de réunir une même qualité de dossier. Alors, je dois rappeler également que non seulement on a eu cette publication, mais en même temps, on a été sollicité par plusieurs entreprises, plusieurs revues. Alors, c'est affreux, je suis obligée d'avoir besoin de petits dossiers pour vous rappeler tout ça, mais on a eu quand même, l'Estampe, qui a fait un dossier de l'art spécial pour l'été 2012, qui permettait de montrer la plupart de nos projets sur le japonisme. Il y a eu la revue Côte-Ouest qui a fait une grande publication aussi sur notre exposition. Il y a la revue Armen, bien entendu, et Denise Delouche qui fait partie du comité de réflexion pour la création du catalogue et qui est une universitaire très intéressante et qui a fait un article sur Gauguin entre Japon et Bretagne très important qui a eu une grande diffusion. Et puis on a eu aussi Bretagne Magazine qui a fait beaucoup de communication là-dessus. C'est-à-dire que vraiment on a touché à tous les niveaux culturels qui existaient en Bretagne pour que cela puisse avoir une dimension beaucoup plus large. Alors, pour l'exposition, l'inauguration s'est faite un petit peu en amont avec un projet de communication qui s'est fait à la Maison de la Bretagne à Paris, qui nous a permis, et ça c'est le Conseil régional qui nous a donné une enveloppe de 15 000 € pour pouvoir organiser une petite exposition en image de ce projet. Et ça a eu une diffusion formidable. Alors je dois rappeler quand même le budget qui a été un budget global de 660 000 €, mais dans lequel était associé le budget que chaque musée a pu apporter provenant de ses différents partenaires, c'est-à-dire la ville, la région et l'État, plus le budget particulier qui était accordé à l'association par la région, par l'État, par donc la DRAC et par aussi le Conseil général du Finistère qui nous a soutenus. C'est vrai qu'on sent que l'organisation entre les musées s'est vraiment faite de façon homogène à travers tout le territoire. Homogène. Non, oui et non, c'est-à-dire que sans direction centrale. Parce qu'en fait, je pense à Adeline quand on parle de ça, où justement tu soulignais que la maison de l'architecture, c'est Paris avant tout. Oui, le problème c'est que du coup, nous, à chaque fois qu'il y a un projet qui est développé au niveau du réseau, que ce soit le site archi-pédagogie, il y a un site archi-contemporaine, c'est une maison d'architecture qui va être mise à la tête du projet. Et donc certaines vont participer bien sûr, mais finalement ça ne va pas être général sur le territoire, toutes les maisons ne vont pas s'impliquer. Et oui, pour tout ce qui est colloques, réunions, ça se passe à Paris, quoi qu'il arrive, c'est jamais déplacé, il n'y a pas pas vraiment de tour comme il y a pu avoir pour les musées sur la région. Bon là en plus c'est le territoire français donc c'est pire. Mais oui, du coup il y a un problème à ce niveau-là, au niveau du réseau, qui commence à être un petit peu critiqué par certaines maisons d'architecture justement. Ça veut dire alors que pour chaque maison on a une direction, un représentant, et c'est ces personnes-là qui vont se rassembler à Paris ou... Eh bien non, chaque maison envoie, pour un colloque par exemple, chaque maison envoie la personne qu'elle veut. Finalement, le dernier colloque sur la pédagogie, par exemple, pour la Bretagne, déjà on n'est pas obligé d'y aller. Et la personne qui a été pour nous, c'est une architecte bénévole de la maison d'architecture qui était intéressée par le colloque et du coup qui a été avec des comptes rendus après. Mais non, toutes les maisons ne sont pas représentées à chaque fois. C'est pas forcément c'est pas forcément un salarié ou un représentant direct de l'association qui y va. C'est
Parce que, enfin, ça, du coup, dans l'organisation, on n'en a pas tellement parlé, et puis c'est aussi le sujet de la table ronde qui va suivre, mais en termes de bénévolat, la maison d'architecture, il y a... Alors du coup, c'est aussi un réseau au niveau du bénévolat, puisqu'on doit travailler sur l'ensemble de la région Bretagne, c'est le but. Sauf que bien sûr, nos locaux sont à Rennes, qu'il y a une directrice et 2 salariés, donc elles peuvent clairement pas travailler sur l'ensemble de la région à 3. Du coup, il y a des réseaux de bénévoles, donc il y a des groupes qui se constituent en région, enfin par zone. Donc il y a un groupe à Vannes, il y a un groupe à Lorient, il y en a un à Quimper, un à Brest, un à Saint-Brieuc et un qui est en train de se monter à Lannion. Et donc ce qui nous permet après d'avoir des actions sur chaque région et pas d'être Réno-Rennais. Et du coup, donc vraiment de faire tourner les actions de l'association sur l'ensemble du territoire. Donc finalement, ça fonctionne aussi en réseau, mais du coup, un réseau bénévole. Et donc l'association des conservateurs, c'est uniquement une association de conservateurs ou on a aussi une activité Uniquement conservateurs, et puis maintenant on a demandé également que les assistants de conservation puissent faire partie du groupe à partir du moment où vous avez une direction d'établissement. Mais nous sommes bénévoles aussi. Et ça reste à la fois une source. À mon avis, je trouve que c'est essentiel que nous restions bénévoles pour ça. C'est pas toujours très facile. C'est-à-dire que lorsque on est éloigné des lieux d'action, et c'est la raison pour laquelle nous nous arrangeons à l'association pour essayer de traverser les différents départements pour que tout le monde puisse profiter du lieu, parce que pour certains conservateurs qui sont, si une réunion se fait à Lorient et puis que l'autre se fait tout en bas dans le Morbihan, certains conservateurs ne peuvent pas venir tout simplement parce qu'ils ont du travail, parce que parfois aussi leur autorité de tutelle n'est pas forcément ouverte à cette charge. Enfin, en Bretagne, on n'a pas ce souci. Pour toi, Mathieu, peut-être du coup au niveau des expériences que tu as pu avoir dans le domaine du théâtre, en termes d'organisation, comment tu as... Organisation de réseau, tu veux dire? Ouais, enfin, comment dire, c'est la compagnie à chaque fois qui initiait le projet, par exemple, ou alors on avait des... Alors, là c'est vrai. Enfin, c'est très variable d'une structure à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies et des artistes qui ont compris l'importance de prendre en compte leur environnement et de s'inscrire dedans. Et d'autres fois c'est pas le cas. C'est-à-dire que l'artiste il peut faire son truc dans son coin, il a pour lui besoin de personne pour exister, et puis et quand on est dans cette situation-là, c'est assez compliqué parce que du coup c'est quelqu'un qui a pas bien pris conscience des enjeux pour faire vivre son projet, et ce qui m'amène à dire que pour faire vivre les réseaux, c'est notre devoir de professionnel de nous faire prendre conscience des enjeux aux personnes qui n'ont pas forcément cette vision-là. Je vais préciser ma pensée, c'est que dans tout réseau, que ce soit un réseau constitué de fait par une personne morale ou que ce soit l'environnement dans lequel on travaille, il faut, tout en respectant les objectifs de sa mission, il ne faut pas perdre de vue les objectifs et les missions des personnes à qui on s'adresse, parce que c'est pas forcément les mêmes. Donc avant de s'intéresser finalement à soi et à ses objectifs, il ne faut pas oublier de s'intéresser à l'autre. Donc ça peut être le cas tout simplement une compagnie de théâtre qui veut faire une demande de subvention à un département par exemple. Dans le cas de l'escalier qui monte où j'ai travaillé, l'objectif du département, c'est de recenser, d'avoir une vision globale de la création artistique dans son département, pas forcément d'aider la compagnie X ou Y. Alors, je ne dis pas qu'ils s'en fichent complètement de ce que font les compagnies, mais ils ont un schéma départemental en Lot-et-Garonne, par exemple, qui est en région Aquitaine, je resitue,
dans leur schéma départemental, vraiment leur objectif à eux, c'est de structurer et d'aider les artistes à se professionnaliser. Si on s'est intéressé à cette mission-là du Conseil général du Lot-et-Garonne, on sait finalement quels mots il va falloir utiliser pour travailler avec eux, faire du réseau avec eux, et comment servir ses propres objectifs. Elle est d'être là justement, si on parle des difficultés dans le réseau, il y a ces objectifs communs qui sont définis, qui tentent de créer une cohérence, mais à la fois on maintient il y a quand même donc des institutions différentes ou des associations différentes, peut-être une relation parfois de concurrence, je ne sais pas si on peut aller jusque là, mais des intérêts qui à la base sont parfois différents, et là on crée dans l'union Après, tout n'est pas tout rose non plus, parce que par exemple, le dialogue des artistes de Lot-et-Garonne avec leur conseil général fonctionne très bien, parce que le discours du conseil général est assez clair aussi. Leurs missions sont clairement affichées, ils aident les gens qui ont du mal finalement peut-être à prendre conscience de cet échange nécessaire entre les intérêts des uns et les intérêts des autres. Il explique bien, il y a un discours clair. Après, il y a aussi des contre-exemples, c'est-à-dire où on a besoin de faire du réseau avec des gens ou des institutions, on essaie de faire ce qu'il faut pour, et ça ne marche pas. Il y a des structures qui ne marchent pas, des réseaux qui ne fonctionnent pas, ça existe. Là, mon contre-exemple, il est situé à Bordeaux, et on retrouve un peu le problème, par exemple, de Paris qui fait son truc dans son coin, ou l'écueil de tomber dans un système réno-régné. C'est quelque chose auquel on se trouve confronté en permanence, c'est-à-dire que l'intérêt de quelques-uns va primer sur l'intérêt d'un réseau ou d'une institution, et du coup, ça va gréver complètement le fonctionnement et l'objectif premier. Alors, pour illustrer un peu ce que je dis, je vise en particulier une structure en particulier, c'est l'OARA, l'Office artistique de la région Aquitaine, donc qui est une structure déconcentrée de la région Aquitaine. La région Aquitaine n'a pas de service culturel. Ils ont créé un service donc déconcentré, un peu comme la DRAC avec l'État, si vous voulez, pour remplir ses missions donc de subvention, de mise en réseau au niveau régional, etc., pour toute la création artistique de la région Aquitaine, et donc développement des territoires, etc. Ça, c'est leur mission sur le papier. Dans la réalité, si on regarde la programmation de l'OARA, et c'est pas dur à regarder, c'est un secret pour personne, puisqu'ils ont une communication qui est très efficace et qui est plutôt très bien faite, si on regarde sur 10 compagnies, il va y en avoir 9 qui sont Gironde, et la Dordogne, de temps en temps, ils arrivent à en caler une. Le Pays Basque, un petit peu mieux, parce qu'ils ont cette identité, un peu comme la Bretagne, qui leur permet d'exister plus facilement dans le panorama surchargé de la création girondine. Et le Lot-et-Garonne, vous l'aurez compris, on est le parent pauvre de l'Aquitaine, et pour dire, quand on s'adresse à un Bordelais et qu'on dit moi je travaille pour une compagnie qui est située à Agen, Agen c'est où ça? C'est Midi-Pyrénées? Non, c'est l'Aquitaine, on connaît ça. Sur cette question des difficultés justement au niveau de l'association des conservateurs. Alors, les difficultés, elles sont d'ordre différent. C'est-à-dire que, par exemple, finalement, j'ai parlé de quelques engueulades, etc. Mais dans l'ensemble, on s'est très bien entendu. Il y a eu juste un petit écueil à un moment donné, c'était où on allait, à quel endroit on allait inaugurer la manifestation. Bon, mon point de vue était que nous avions tout intérêt à faire en sorte que la première exposition, celle qui allait recevoir la communication la plus importante, devait se faire dans un musée qui avait des difficultés à exister ou à être reconnu. Et bon, d'autres collègues ont dit non, on a déjà tout prévu, etc. Bon, il y a eu un moment un peu de tension, mais les choses se sont faites. Et le projet a été initié au musée de Saint-Brieuc. Ça, c'était vraiment essentiel. Les problèmes, il y en a eu d'autres. Alors, il y en a eu un autre, et ça, je ne m'attendais absolument pas à ce genre de choses. C'est au musée de la pêche à Concarneau, où il y avait une première exposition qui s'appelle Gyotaku, l'art de l'empreinte. En fait, c'est le terme japonais d'un système d'empreinte à l'encre, etc.
Et l'exposition a eu un succès incroyable dans ce musée, dans une exposition qui avait commencé un petit peu en amont et fini un petit peu en aval. C'est-à-dire que l'expo a duré 15 mois et ils ont eu 47 589 visiteurs, j'ai tout sur la main, et ça a été formidable, excepté que le texte qui est paru dans le catalogue, il me semblait que c'était le texte que le conservateur du musée nous avait transmis. Finalement, ça s'est pas bien passé parce que le monsieur qui s'est dit l'inventeur de l'exposition a essayé de nous faire un procès en disant qu'on avait utilisé son savoir pour faire cette exposition, etc. Et ça a été terrible. Et j'étais heureusement très bien soutenue à la fois par la conseillère pour les musées de la DRAC, qui m'a donné l'adresse d'une personne, une juriste spécialisée dans ce domaine-là, très attachée à la culture bretonne et à la culture générale, qui m'a donné les moyens d'éviter un affrontement qui aurait été terrible. Mais voilà, c'était violent et je ne m'y attendais pas. Donc ça, c'était un peu difficile. Et alors là, c'était tout pour ma pomme. C'était un petit peu... Enfin, je suis un peu vulgaire, mais je veux dire que c'était un tel choc qui, heureusement, a été résolu en un mois, mais j'ai passé un mois très difficile. Donc voilà, il y a des choses qui sont comme ça. Bon, après, dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Le travail de médiation qui avait été fait justement avec la chargée de mission, qui a pu donner toutes les connaissances qu'elle avait sur l'histoire de la culture du papier plié, par exemple, et elle a transmis toutes ces informations à chacune des médiatrices et des médiateurs des différents musées, des 12 musées qui participaient, donc ça c'était très bien. On a eu encore un autre petit souci, c'est que le musée de Morlaix, qui était le 12e musée, enfin l'un des 12 musées, son conservateur est parti au milieu du programme. Donc, bon, une expo en moins, et ça voulait dire plus que 11 sur 12, c'est très compliqué. Entre-temps, une conservatrice est arrivée et dit « Oh, ça ne m'intéresse pas ». Finalement, elle l'a fait au dernier moment et elle a fait un projet en relation avec le Japon, donc c'était très bien. Et dans ce sens, on a décidé que son projet était annexe, mais il était intégré au projet et à la communication. Et c'était un soutien aussi pour elle, qui était important auprès de son élu. On a toujours intérêt à faire très attention aussi à la manière dont le poste est pourvu, retenu et apprécié par les élus. Sur la question des difficultés, peut-être que tu as... Enfin, là, depuis un mois, tout à l'heure, tu t'as exprimé quand même l'idée que le réseau des maisons d'architecture était un peu remis en question, d'après ce que tu disais. Est-ce que tu as commencé à percevoir des choses concrètes? En fait, il n'y a pas de difficulté directe au niveau du réseau. Après, c'est des maisons qui trouvent que les objectifs initiaux ne sont pas vraiment atteints et qui ont le sentiment que, finalement, que le réseau devient une maison d'architecture un peu à part entière et fait ses actions. Et donc, du coup, il y a quelques maisons qui commencent à se poser des questions, mais il n'y a pas de réelles difficultés, de conflits. Enfin, voilà, après, c'est que aussi, il y a des maisons qui sont plus ou moins impliquées au niveau du réseau. Donc c'est un peu délicat par les difficultés. C'est plus peut-être des objectifs à redéfinir après entre les maisons d'architecture pour se mettre d'accord sur le fonctionnement du réseau. Mais j'en sais pas beaucoup plus parce que moi je travaille pas directement avec le réseau. Et est-ce qu'on peut imaginer que si, par exemple, la maison d'architecture de Bretagne avait à travailler seule, ce serait une structure qui fonctionnerait quand même, ou alors il y a vraiment une dépendance de ce... Ah non, il n'y a aucune dépendance au réseau puisque en fait, pas la plupart, mais la maison d'architecture de Bretagne a été créée en 92, alors que le réseau lui a été créé en 2004. La majorité des maisons d'architecture, enfin pas toutes, mais il y en a quand même une bonne part qui existait avant le réseau, c'est elles qui se sont réunies en décidant de créer ce réseau. Après, depuis la création du réseau, il y a d'autres maisons qui ont été créées, donc ça leur a quand même permis de se développer sur l'ensemble du territoire national. Mais il n'y a pas de réelle dépendance, les maisons d'architecture ne dépendent pas du réseau.
c'est le réseau qui est censé être un outil pour diffuser, pour appuyer leurs propos et avoir une réelle visibilité, puisqu'aujourd'hui c'est le problème de beaucoup de maisons d'architecture, la visibilité auprès du grand public. Toi Mathieu, dans des collaborations que tu as pu avoir via le théâtre, tu as été confronté à ce genre de difficultés ou souvent c'est des choses qui ont... Je crois que j'ai déjà un petit peu répondu là juste avant, hein, c'est-à-dire que il y a des interlocuteurs avec lesquels ça se passe bien, où on peut dialoguer facilement et puis arriver à comprendre leurs objectifs, c'est-à-dire qu'ils ont des objectifs, ils les remplissent, donc c'est à nous de bien faire attention à quelle est leur mission à eux pour finalement voir à quel moment on peut s'adresser à eux pour tout simplement évoluer dans l'évolution, dans l'accomplissement de nos objectifs. Et puis il y en a d'autres où effectivement c'est plus difficile, ils ont des missions qui sont affichées mais qui ne remplissent pas forcément. Donc là on essaie de dialoguer toujours et de leur ouvrir les yeux sur regardez, normalement vous êtes censé aider au développement des territoires, mais vous n'en développez que quelques-uns. Regardez mon projet, il est chouette. Pourquoi vous essaieriez pas de développer votre réseau et vos contacts justement là où nous on se situe, puisqu'on est censé être dans votre champ de compétences, donc votre domaine d'intervention. Mais il y a des fois où ça marche et des fois où ça marche pas, donc à part dire qu'il faut persévérer, voilà. Je pense que vous avez peut-être des questions, on peut déjà... Laurent Saint-Bernon va partir, je pense, d'ici 10-15 minutes. Une question de train, alors je vais vous passer le micro. Bonjour. Non, je vais dire par rapport au thème évoqué au Japon, mais par rapport aux thématiques qui avaient été abordées par chacun des musées. Est-ce que c'est quelque chose qui a été décidé en amont et par rapport aux collections des musées sont les défilés, je pense ce thème-là, ou alors c'est les musées qui ont proposé Ce sont les musées qui ont proposé quelque chose. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est donné deux thématiques, le japonisme d'un côté et les objets provenant du Japon. Donc c'était suffisamment large pour que chacun puisse adopter une façon d'envisager les choses. Alors j'ai essayé de trouver des exemples. Par exemple, le musée de la Compagnie des Indes à Lorient, il y avait une belle exposition sur l'Odyssée de Imari. Donc ça c'est quelque chose de très important à partir de la collection. Le musée des Beaux-Arts de Brest qui avait organisé deux expositions, l'un sur la vague japoniste justement en peinture, une autre sur un projet de dessin, les objets de la collection, pardon. Vous voyez, donc chaque fois ça a été quelque chose de différent. Moi par exemple pour le musée des Beaux-Arts de Rennes, j'ai travaillé sur des collections qui n'avaient pas été exposées. D'un côté, une partie de nos estampes, on a quelque chose comme 1200 estampes japonaises dans la collection qui ne sont jamais montrées. Et j'ai pu montrer une sélection sur une école, et ça a eu beaucoup de succès, et en particulier auprès des Japonais. Donc ça c'était intéressant de voir ça. Et c'était l'occasion aussi de ressortir des objets, des kimonos offerts par la ville de Sendai à la ville de Rennes, justement à partir du moment où le jumelage avait été consacré en 1975. Donc on a pu montrer ces superbes objets qu'on a eu le temps de restaurer à l'occasion. C'est un truc étonnant. Ça veut dire que chaque musée avait une collection assez conséquente d'objets. Tout à fait, et ça a permis aussi de faire ressortir quelque chose qui existe et qui appartient donc à tout le monde, puisque c'est un patrimoine public, et de le rendre visible. Donc ça, on a beaucoup travaillé sur cette idée-là auprès de la région. Et je peux vous dire aussi que c'est grâce au succès de l'exposition, parce qu'on a obtenu, alors je vais vous dire les chiffres, c'est quelque chose comme 60 380 visiteurs en une année, ce qui est quand même pas mal. Et grâce à cela, l'exposition que, par exemple, le musée des Beaux-Arts de Rennes a obtenu des financements préalables à l'organisation de son exposition
auprès de la région Bretagne, tellement on a eu de succès auprès de la région. Donc ça, c'est quelque chose qui a eu... Voilà. On a travaillé ensemble et on a obtenu des résultats qui permettent de travailler et d'obtenir des moyens plus facilement. C'est pas mal. Et donc le thème pour 2017 Alors, moi je suis exemple, c'est-à-dire qu'après un projet comme ça, moi j'ai demandé que mes collègues, je voulais donner ma démission et abandonner la présidence directement, même si je veux continuer de travailler pour le bureau si le bureau l'accepte. Mais le problème c'est que personne ne me prendrait, c'est tellement lourd. Maintenant, si je continue, je vais le faire avec plaisir. Parce que, donc effectivement, notre interlocuteur ce matin a bien évoqué cette chose formidable qui est la participation au Conseil culturel de Bretagne. Et de toute façon, que j'abandonne la présidence ou pas, je voudrais continuer continuer cet exemple et cet échange. Tout d'abord parce que le Conseil culturel de Bretagne travaille en ce moment à un projet d'étude, à une réunion sur l'économie culturelle en Bretagne. Et je fais partie aussi de ce groupe. C'est essentiel que les musées soient représentés aussi dans ce sens. Et il y a un deuxième projet soutenu par le Conseil régional qui est la réalisation d'une bibliothèque numérique. Et bien entendu, pour les musées, enfin, je suis le représentant des musées. J'ai une dernière question à présenter. Tu monopolises. Du coup, ça a eu un réel succès, cet événement. Est-ce que ça va tenter d'autres régions? Vous savez si ça a tenté d'autres régions? Oui, absolument, absolument. J'ai eu une demande de Midi-Pyrénées avec justement, je cherche le nom de la directrice de la culture au niveau régional, qui est quelqu'un que je connaissais très bien parce que j'ai été conservateur du musée de Rodez, donc en Midi-Pyrénées, il y a quelques années. Et l'idée était de promouvoir un projet proche. Et puis j'ai appris il y a 15 jours que finalement il y a peu de moyens, donc c'est un peu malin. Mais effectivement, ça a très bien marché. Alors, je peux vous dire aussi que durant entre 2011 et 2012, qui ont été les 2 années vraiment difficiles de montage de l'exposition, j'étais plus du tout en relation avec l'Association Générale des Conservateurs à Paris. Et donc son président m'en a valu quelques difficultés, disons, parce que finalement on n'a jamais parlé en réunion de ce projet-là directement et on ne m'a pas demandé d'en parler. On a fait intervenir en revanche l'une des conservatrices du musée, nouvellement installée dans le Finistère et qui parlait du projet, mais uniquement pour le Finistère, pas sur le projet général. Donc il y a encore des petites tensions, mais c'est pas grave, on a eu une autre communication. Voilà. Donc ça veut dire aussi que maintenant je laisse à d'autres l'idée d'avoir une belle idée. Non, vas-y. Mais peut-être qu'on peut juste profiter pour poser des questions à Madame Imbernou. Il va rester quelques minutes. Du coup, on a vu au niveau du temps de préparation, vous avez mis 5 ans pour le projet, mais je suppose que même pour les compagnies de théâtre, c'est pareil. Enfin, le temps du réseau est très très long. Enfin, c'est ce qu'on va sortir. Et du coup, les projets, c'est très en amont. Vous les prévoyez. Enfin, comment ça se passe au niveau du temps? Dans un musée, un gros projet d'exposition, ça demande entre 3 et 4 ans. Un projet avec un artiste contemporain, c'est beaucoup plus rapide. De temps en temps, on peut faire quelque chose de très rapide aussi, mais c'est un minimum de 1 an, 18 mois pour faire un projet en général dans un musée. Alors, plus le musée a des volumes et des moyens d'importance pour pouvoir travailler, plus le temps de préparation est long. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Madame Imbernou, c'est-à-dire que nous, dans les artistes d'art vivant, les compagnies de théâtre, de confort de partie, ce sont des artistes contemporains, donc ça va plus vite. Effectivement, on a un calendrier qui est
qui est rapide, c'est-à-dire que globalement, le réseau on en fait tous les jours, hein. Concrètement on en fait tous les jours, mais sur un projet en particulier, les artistes qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des spectacles. Donc, sur la création d'un nouveau spectacle, le calendrier il est d'à peu près 18 mois, effectivement. La dernière production sur laquelle j'ai travaillé, qui est un spectacle tout public de rue, les consultations avec les différents partenaires, donc qu'ils soient institutionnels, mécènes, les différents financeurs, les comédiens aussi, puisqu'ils font partie finalement de cette mise en réseau, il faut trouver des comédiens pour faire un spectacle. Donc le temps de réunir tous les acteurs, de parler du projet, ça commence la consultation pour le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était janvier 2012, et la première du spectacle a eu lieu en mars 2013, voilà, pour situer. Donc grosso modo, on est sur une période de à peu près 18 mois pour une production théâtrale. Après vient le temps de la diffusion, sur lequel on va faire intervenir d'autres réseaux, d'autres acteurs. Et qui, là, pour la diffusion, ça s'arrête jamais vraiment. Dès lors qu'une compagnie existe, elle a vocation à être diffusée. Donc là, l'escalier qui monte, par exemple, qui est basé à Agen, dans lequel j'ai travaillé, ça fait 13 ans que la compagnie existe, donc ça fait 13 ans qu'elle renouvelle sans cesse son réseau de diffusion. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Bonjour, je voulais savoir, est-ce que, donc dans votre cas pour Bretagne de Japon, est-ce que ça s'est vérifié le réseau à l'échelle des publics? Est-ce que vous avez mis en place des passes, par exemple, pour des visites d'exposition? Absolument. Il y a eu un pass, en tout cas au niveau de la médiation. C'est-à-dire qu'il y a eu la création d'un petit outil, un petit dépliant, et qui permettait aux enfants de 8 à 10 ans de faire un parcours et de se promener d'un musée à l'autre autour de ce projet. Alors maintenant, l'aspect de l'accès au musée, ça c'était beaucoup trop compliqué, ne serait-ce que parce que d'un musée à l'autre, on n'a pas du tout la même régie, on n'a pas du tout les mêmes moyens, ni les mêmes, des chiffres d'accès différents, enfin particuliers. Donc c'était extrêmement compliqué. C'est-à-dire que par exemple, la région nous a proposé de donner une aide par le transport SNCF qui permettait éventuellement d'avoir un pass ou un truc comme ça. Simplement, ça a été tellement compliqué, c'est-à-dire que si on accordait ce pass, ça voulait dire que le parcours se faisait d'abord de Paris vers une ville qui allait vers la Bretagne. Donc un musée aurait été favorisé et puis pas les autres. Donc du coup, on a décidé de faire fi de ce soutien, qui était quand même un soutien intéressant, mais qui n'allait pas du tout dans le sens du partage qu'on avait essayé de mettre en place et qu'on a mis en place parce que ça a fonctionné. Je pense. Alors peut-être une dernière question. Alors, Merci. Bonjour. Pour les écueils que vous avez eus au cours de cette manifestation, justement, est-ce qu'il y a des choses à ne pas reproduire? Par exemple, moi j'ai travaillé au musée breton en médiation sur cette exposition, et ce qu'on nous a dit de retour public, c'était le manque de visibilité. Les gens pensaient que c'était la même exposition qui tournait sur les 12 musées. Est-ce que vous avez eu ce ressenti là derrière ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, est-ce que c'est... Alors, ça m'embête un petit peu, mais enfin, tant mieux que vous me rappeliez ça. C'est-à-dire que la prochaine fois, effectivement, l'aspect de la communication, on va y travailler différemment. La communication par le biais de Release Press, donc ce réseau-là, tout a été très bien fait pour distinguer les expositions. Je crois que vraiment ça a été très bien fait. Et localement et en interne, on a fait chacun aussi une communication qui allait dans le sens de quelque chose qui était particulier.
Donc là-dessus, je vous comprends tout à fait, parce que nous, c'est le ressenti qu'on a eu en place. Hein. Mais les visiteurs, eux, c'était vraiment la même exposition qu'ils allaient voir, qu'ils avaient manqué par exemple au musée des Beaux-Arts et qu'ils souhaitaient retrouver la même au musée Breton. C'était voilà, c'était voilà. Pourtant, je veux dire, l'affiche, et on a beaucoup travaillé sur cette affiche, et on a choisi, ça nous a pris du temps pour trouver le graphiste, et on a trouvé quelque chose qui était en affinité avec la culture japonaise, puisque ça reprend aussi une image d'une estampe. Mais là, je suis un peu étonnée parce que franchement, on a vraiment tout fait pour rappeler que c'était pas la même exposition d'un endroit à l'autre. Les gens n'ont pas lu. Je crois que c'est un peu là le problème. Ouais. Et sinon, est-ce que vous avez eu d'autres écueils à ne pas justement reproduire par la suite? Non, parce que y a eu ça a été un écueil. Des écueils, il y en a eu tous les jours. Et donc, je ne peux pas me rappeler enfin, à la différence de ce qui a été énoncé tout à l'heure, qui était vraiment un souci, juridique terrible, qui a été évacué. Non, il n'y a pas eu de problème. Et je pense que c'est aussi parce que on s'est tous associés. Il y a eu vraiment une idée de projet commun. Ça, c'est vraiment un truc essentiel. Et bon, là, il serait question, vous savez qu'on travaille au récollement des collections, ce qui nous pose vraiment souci parce que tout doit être bouclé fin 2014. Donc notre idée, c'est que peut-être en 2015, on pourra, grâce à voilà, ce récollement nous permet de sortir des œuvres, des objets curieux. Et l'idée sera peut-être de faire une exposition qui évoquera tout ça. Ça n'aura pas le panache des Bretagne Japon, mais on aimerait travailler dans ce sens-là. Mais je peux vous dire que tout le monde travaille à reculons sur ce projet-là. C'est un vrai souci. C'est-à-dire que ça a été un projet énorme, qui a des résultats très positifs, mais quant à reprendre quelque chose qui est les mêmes dimensions, on a des doutes. Et ça pose des questions sur l'existence même de notre association. Je pense qu'on va éviter de vous faire rater votre train. On va pouvoir poursuivre avec les questions, et d'abord on peut remercier Madame Germain. Est-ce que vous aurez d'autres questions sur la thématique, mais aussi sur les projets de Mathieu à venir? Merci beaucoup. Merci. Mais il y a bien des journées de l'architecture. C'est ça des thèmes qui justement peuvent fédérer le réseau. Il n'y a pas des journées d'architecture. Ça dépend qu'est-ce que tu entends par les journées de l'architecture. Je sais qu'à Quimper, par exemple, ils avaient fait une exposition sur tout ce qui avait été créé à Quimper, et ça s'appelait la journée d'architecture. Et je pensais que c'était au niveau L'architecture et l'habitat durable. Peut-être. Ça. Il y avait la semaine de l'architecture et de l'habitat durable qui a eu lieu entre Quimper et Brest, donc la maison d'architecture de Bretagne. Mais c'est seulement Quimper-Brest. C'est à l'échelle nationale. Il y a pas d'événements comme ça? Alors, à l'échelle nationale, il y a les 24 heures de l'architecture qui ont eu lieu pour le moment une fois en 2012 à Strasbourg, où justement ils sont censés. Enfin, leur but, moi je ne l'ai pas vu, mais le but c'était vraiment de mettre en avant l'action de chaque maison d'architecture. Il y a eu une exposition qui présentait plus ou moins le travail de chacune d'entre elles. Et donc il y a eu des ateliers pédagogiques organisés par, a priori majoritairement, la maison d'architecture de Strasbourg. Donc je ne connais pas directement le succès que ça a eu. On a quelques retombées, mais qui viennent du réseau, donc on ne sait pas. Et ça s'est passé cette année? C'était en 2012. 2012. Et là, dans l'idée, ils veulent refaire des 24 heures d'architecture à Marseille l'année prochaine, puisque 2014 ce sera en plus les 10 ans du réseau.
donc ce serait vraiment l'occasion de faire quelque chose d'intéressant. Ce serait vraiment oui, pour moi, dans l'idée, les 24 heures, ça peut réunir l'ensemble des maisons autour du réseau, les fédérer. Maintenant, ça dépend comment c'est organisé, si vraiment chaque maison prend part au projet, ou si c'est quelques maisons qui l'organisent de leur côté et que finalement, il n'y a pas d'implication, ça ne marchera pas, quoi. Parce que finalement, les spécificités du territoire expliquent aussi peut-être l'indépendance Voilà. de chaque maison. Le problème, c'est que chaque maison a été créée différemment pour différents objectifs, même si le but commun, c'est de valoriser l'architecture contemporaine. Voilà, à Rennes, Rennes en Bretagne, c'était de créer un prix. Enfin, leur première idée était de créer un prix. Il y en a d'autres pour qui ça a été de développer des cafés de l'architecture, d'autres ont organisé des voyages. Vraiment, chacune a développé des actions différentes et en plus on travaille sur un territoire qui est différent. Bien sûr, les actions ne peuvent pas être les mêmes quand on travaille en Bretagne ou on travaille dans le sud de la France, c'est pas le même, ça reste dans le grand public, mais chaque région fonctionne différemment aussi au niveau organisation. En Bretagne, on a cette chance de pouvoir vraiment cibler, nous on fonctionne avec des groupes de bénévoles du coup qui nous permettent de travailler sur l'ensemble de la région, mais chaque région ne fonctionne pas comme ça et beaucoup ont ce problème de se retrouver à travailler sur une ville et ses alentours et pas fonctionner sur l'ensemble de leur région, quoi. Toujours sur les maisons d'architecture, est-ce que vous avez l'occasion de travailler, le nom m'échappe toujours, avec les CAU, les centres de l'architecture, Centre d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, c'est ça? Alors, en Bretagne, pour le moment, il y en avait 2, 22 et 56. Il y en a un qui vient de se créer dans le Finistère, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est... Ouais, et il n'y en a pas dans l'île-et-Vilaine. Donc il n'y a pas de travail direct. Par contre, je sais que par exemple pour le Morbihan, on a un groupe qui est particulièrement actif sur la pédagogie, un groupe de bénévoles du coup. Donc qui travaille, qui s'est mis depuis quelques temps là en réseau, qui fonctionne avec l'actrice de la pédagogie au sein du CAUE 56. Et donc oui, là il commence à y avoir un échange entre les deux. Mais oui, sinon dans l'idée ce serait vraiment bien vu qu'on a le même objectif et qu'ils ont des outils que nous on n'a pas et vice versa. Oui, dans l'idée c'est le but. On commence à se mettre en réseau avec d'autres structures. Par exemple à Lorient, on commence à travailler avec Nathalie Defrade, qui est l'animatrice d'architecture et du patrimoine. Donc l'idée ce serait aussi de profiter du réseau Ville d'Art et d'Histoire, puisqu'ils sont implantés sur tout le territoire. C'est vraiment pour pouvoir diffuser sur l'ensemble du territoire, parce que sinon on a ce problème d'être à Rennes et d'être trois acteurs, quoi. Quand les réseaux... Voilà, tous les réseaux se recroisent après. Il y a d'autres questions? Du coup, on va prendre une petite pause. Je crois qu'il y a un café et tout ce qu'il faut dehors. Et on reprend à 4 heures, peut-être un peu avant si les intervenants sont là, avec une note table ronde sur le thème du bénévolat, avec Jérémy Barbet, Pierre Lechaud, de Quimper Super 30 et Bernard Lenoache de l'association Très Tôt Théâtre. Voilà.